Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Ce week-end, le Snook Tennis débutait sa saison avec le championnat de France des clubs. Actuel pensionnaire de N1B, l'équivalent de la 3e division nationale, les tennismen nantais visent le maintien. Faut-il pour autant exclure une montée qui serait historique pour le club en N1A? On en saura plus dans un instant. Il est l'un des fers de lance du club, classé 30e français. Gleb Sakharov est encore très loin du très haut niveau. Pourquoi est-ce si difficile de se faire une place dans l'élite du tennis mondial? Comment y parvenir? On lui posera la question puisque c'est l'un de nos invités. Bonjour Gleb. Bonjour. Avec lui un autre joueur, le numéro 2 du club, Vincent Stouff. Bonjour. Bonjour. Yves Mahot également, leur responsable technique, directeur sportif. Aussi. C'est ça, du Snook Tennis. Bonjour. Et le président Frédéric Salé, bonjour. Bonjour. Et puis on profitera également pour faire un tour d'horizon de l'état de santé du tennis en Loire-Atlantique. Mais on débute d'abord avec vos coups de cœur, coups de gueule que vous avez préparés, bien évidemment. On y va, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec Gleb. Coup de cœur ou coup de gueule? Moi, mon coup de gueule, je pense, je vais commencer par là, ça va être tout ce qui concerne en fait les jeunes qui veulent se lancer dans le haut niveau. En tennis, évidemment. Oui. Je pense que, de ce que je peux voir, les parents sont souvent réticents d'envoyer leurs jeunes enfants à commencer une carrière sportive internationale. Mais c'est vrai que ça demande énormément de sacrifices et de dépenses financières. Et qu'il n'y a pas forcément de sécurité quand tu fais sport du haut niveau. Quand tu es 300, 400, 500 ATP, c'est souvent, tu regardes tes comptes, tu essaies d'équilibrer surtout. À la fin des tournois, à la fin de ta tournée. Et c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dommage. En même temps, je comprends que les parents préfèrent mettre leurs enfants à l'école, assurer les arrières, d'étudier, ouais. de faire les études d'abord et ensuite de se dire on va se donner 1 an, 2 ans. Donc vous êtes pour que les jeunes se lancent dans une carrière. Moi j'ai fait ça, et pour l'instant en tout cas je regrette pas du tout. Et on en reparlera d'ailleurs dans un instant. Yves, coup de cœur ou coup de gueule? Moi je vais être assez classique. Mon coup de cœur est vraiment pour notre sport, pour le tennis et pour Télé Nantes aujourd'hui qui nous fait le plaisir de parler tennis. Parce que je me plains toujours qu'on ne parle pas assez de tennis en Loire-Atlantique ou même dans les Pays de la Loire, alors qu'on a une de ligue, c'est très gentil. Donc ce sera mon coup de cœur. Frédéric, coup de cœur, coup de gueule? Coup de cœur, moi, on parle beaucoup de la France, souvent en négatif, et moi, le coup de cœur, c'est la performance de tous les sportifs français dans le monde, la place du sport français dans le monde, qui devrait servir d'exemple dans bien des domaines. Vincent, coup de cœur, coup de gueule? Un petit coup de cœur assez chauvin, c'était pour ce week-end, pour le match par équipe au SNUC. Là. Surtout pour le public, en fait. On a eu entre 200 et 250 personnes à venir nous voir jouer. Et c'est la première fois qu'il y avait autant de monde. Et nous, en tant que joueurs, c'est vraiment agréable de jouer avec autant de monde. Et surtout qu'il y a une bonne ambiance. Et ça nous pousse vraiment à se surpasser et à bien jouer. Donc j'étais vraiment content ce week-end. Donc je remercie vraiment le public qui était là ce week-end. Victoire 5-1 face à Monte-Carlo. On en reparlera dans un instant. Avant de revenir sur ce succès un peu inattendu, finalement, on le dira aussi tout à l'heure, et sur ses conséquences pour la suite du championnat, un petit retour en arrière, avec quelques dates, quelques chiffres importants pour résumer la vie du Snook Tennis. Regardez, création en 1921 du club Omnisport, mais on a commencé à jouer au tennis en 1903, c'est ce que vous me disiez Yves. C'est le premier club en Loire-Atlantique, 7e club de province en France, 1046 licenciés, les grands noms, Catherine Suire, Julie Allard, Alexandra Fusey. Et en juin 2014, c'est la date qu'il faut retenir, la montée historique en N1B, l'équivalent de la 3e division. Historiquement, et je me tourne vers vous Yves, est-ce que Nantes et le tennis, il y a toujours eu une histoire d'amour?
Il y a une bonne histoire d'amour quand même, déjà sur le département de Loire-Atlantique, sachant que les premiers clubs créés, il y en a eu sur la côte aussi avec la Baule et les choses comme ça. Et il y avait beaucoup de terrains sur la Loire-Atlantique et sur les Pays de la Loire. Au SNUC en particulier, dans les grands noms que vous avez cités, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de jeunes filles et de femmes. Des bons joueurs sont passés, mais n'ont fait que passer. On a eu Christophe Roger-Vasselin qui a joué avec nous un petit peu, des gens comme Cyril Gesneau, Willy Davis. Tout ça, c'était des premières séries, mais formés au club. C'est Catherine Suire et Alexandra Fuset sortent vraiment du club, formés avec Michel Puget à l'époque. À l'époque de la naissance, justement, de ce club de tennis, du SNUC, qui joue ? Est-ce qu'on y joue pour la compétition ? Est-ce qu'on y joue pour le loisir ? C'était quoi le tennis au début des années 1900 ? Moi, j'ai vu quelques très belles photos où les mousquetaires sont venus, la grande équipe des mousquetaires est venue un petit peu à l'inauguration des terres battues qu'il y avait. Oui, j'ai vu, Cochet est venu, après Rod Laver et tout, au début du professionnalisme, ils sont venus faire des petites exhibitions à l'époque. Pourquoi on jouait ? Je crois qu'on jouait aussi parce que le tennis... c'est développé. Moi, mon père, historiquement, m'a dit que il a connu un petit peu le développement. Au début, il y avait très peu de terrain et petit à petit, les gens commençaient à construire leur propre terrain, etc. etc. Et donc, ça s'est développé justement à l'initiative de quelques familles qui ont lancé le truc. Et puis, c'est parti. Et on est arrivé au SNUC après, petit à petit, à avoir le club qu'on a aujourd'hui. Et puis, on va parler de l'avenir dans un instant. Frédéric, on a cette image du tennis. Alors, peut-être que c'est une image galvaudée désormais, mais d'un sport réservé à une catégorie socio-professionnelle. Est-ce que c'est toujours le cas à l'heure actuelle? Il y a à peu près 1 million de licenciés au tennis, donc on peut quand même dire que c'est un sport démocratique parce que c'est, je crois, la deuxième fédération de sport en France. Je crois qu'aujourd'hui, l'accès au tennis est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Beaucoup plus simple qu'à l'époque. Beaucoup moins coûteuse aussi. Beaucoup moins coûteuse. Les clubs ont énormément travaillé pour avoir des systèmes de tarification qui permettent aux jeunes de pouvoir jouer, de pouvoir démarrer. Donc, par rapport à d'autres sports, on peut considérer que le tennis est un sport tout à fait accessible. Autant que le foot, que le rugby Je pense autant que le foot, autant que le rugby, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on joue au foot, on doit s'équiper. Au tennis, on doit s'équiper, mais le prix des raquettes sont plus ceux qu'on peut jouer. On peut démarrer avec des prix de raquettes relativement accessibles. Et les coûts des enseignements, les clubs ont fait énormément d'efforts pour donner des cours à des prix relativement économiques. Donc c'est aussi l'objectif des clubs, d'équilibrer leurs comptes en faisant des efforts sur la formation. Alors on le disait, le SNUC Tennis, c'est le 7e club de province avec 1046 licenciés. On va voir d'ailleurs le détail en chiffres de ce nombre de licenciés, avec 323 femmes, 723 hommes, 352 garçons de moins de 18 ans et 187 filles de moins de 18 ans. Ça a toujours été comme ceci, plus d'hommes que de femmes, Vincent ? Oui, je pense que le tennis reste un sport assez masculin. Oui, ça reste un sport assez masculin. Quand on voit dès les petites catégories, on fait des tournois depuis qu'on a l'âge de 7-8 ans. On voit que chez les filles, à 7 ans, il y a 4 personnes, à peu près 4 filles dans les tableaux, alors que chez les gars, il y a à peu près au moins une vingtaine de gars. Donc après, d'où ça vient, je ne sais pas exactement, mais ça a toujours été un peu comme ça. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'on voyait que les grands noms qui sont sortis du club, du SNUC, ce sont des femmes, Yves. Pourquoi ? Pourquoi ? Les femmes sont malgré tout meilleures que les hommes au tennis ? Là, il faut faire très attention à ce que je vais dire, parce que je vais en entendre parler après. Je pense que pourquoi ? Parce qu'on a eu aussi des époques, des générations. Je crois qu'on arrive à sortir des très bons joueurs en fonction en fait, de beaucoup de choses, de l'environnement familial, de l'environnement tennistique, de l'enseignant, des relations enseignant-joueur. Je crois que c'est cet ensemble de choses et je pense qu'au club, on a eu une génération favorable sur les filles. Parce que par rapport à ce qu'on a cité tout à l'heure, on peut rajouter, moi je me souviens de Frédéric Lindrec et Pascal Chevalier. Frédéric Lindrec a été championne de France cadette à l'époque, on appelait ça les cadettes. Et Pascal était en finale, donc c'était 2 15-16 ans qui étaient les meilleures françaises. Donc c'est pas seulement les 3 noms qu'on a vus, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est les plus connus. Malgré tout, les garçons, on le disait, ont plutôt bien commencé leur saison en battant Monte-Carlo 5-1. C'était dimanche dernier au stade Pascal Laporte. On va en voir quelques images. D'ailleurs, c'est une vraie performance, messieurs, club, que vous avez réalisé là, parce que
Monte-Carlo est donné comme l'un des favoris de votre poule. Il faut le rappeler, en N1B, il y a 2 poules. 2 poules de 6 équipes. Les 2 premiers, enfin le premier de chaque poule, monte en N1A, pour résumer. Kleb. Oui, c'est ça. C'était une des grosses écuries cette année pour nous. Voilà, donc vraie performance. C'est une vraie performance, oui. Surtout, on ne s'attendait pas de mener 4-0, surtout après les simples. Voilà, une vraie... même si on était sur le papier favori au niveau des classements, mais voilà, il fallait faire le boulot, il fallait gagner ces 4 matchs, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire. Vous en perdez un, c'est en double. C'est en double, oui. C'est ça. C'est mon double avec Sébastien. On a perdu serré, 10-6 au super tie-break du 3e. Voilà, mais malgré tout, on est satisfait, je pense, de ce résultat. On commence bien le championnat et voilà, mais je pense que l'objectif reste le maintien. On va y venir dans un instant, Yves. À propos de cette équipe, oui, on peut rajouter que l'équipe monégasque, théoriquement, on n'était pas fiers au début parce que l'équipe monégasque a dans sa liste des gens comme Lubicic, le fils de Sergei Bubka, qui s'appelle Sergei aussi. J'ai oublié un autre nom, Johansson, qui sont censés, sur le papier, être faut être dans les 30 meilleurs mondiaux, voilà, grosso modo. Et qui ne sont pas venus. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu agréablement surpris et que les joueurs ont réalisé sur le terrain. Enfin, il fallait le faire quand même sur le terrain et ils l'ont fait. Donc, cette rencontre devait jouer sur terre battue, si je ne m'abuse. La météo, on l'a vu. Beaucoup de gens sont restés chez eux ce week-end parce qu'il a beaucoup plu. Vous avez joué indoor. Est-ce que ça joue en votre faveur, ça, justement, Vincent ? Je pense, oui, honnêtement, parce que nous, ça fait depuis le début de l'année qu'on joue sur dur intérieur. Eux n'ont pas de cours intérieur, donc ils jouent sur terre battue extérieure depuis un bon bout de temps. Ils s'entraînent vraiment là-dessus, se préparent sur terre extérieure. Et donc pour nous, on va dire que c'est plus facile au dernier moment de rentrer sur dur intérieur, surtout qu'on a plus des jeux qui sont orientés pour le dur intérieur. Donc on peut dire que ça nous a un peu avantagé, quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence sur cette confrontation face à Monte-Carlo, sur les 4 simples et les 2 doubles, Kleb? Je pense que notre envie de gagner, notre envie de bien faire, de bien débuter le championnat, de se donner à 100%. Moi, personnellement, je les ai sentis... je parle pour moi, je parle pour mon match, un petit peu absent de temps en temps, un peu en dilettante. Voilà, moi, j'avais super envie de jouer pour mon club, de bien faire, d'apporter mon point. Et je pense que c'est cette envie, et puis de remercier le public, quelque part comme ça aussi, parce qu'ils sont venus nombreux. Et voilà, je pense que ça s'est joué du côté de l'envie. C'était une surprise, ça, Yves, de voir autant de monde, 200, 250 personnes. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Gleb, qui est très modeste, parce que dilettante, il n'était pas dilettante. Gleb lui a montré qu'il ne gagnerait pas de toute façon. C'est la modestie des grands champions. Oui, parce qu'il n'était pas si dilettante que ça. Et du monde, oui, c'était très très bien. Ça, c'est un petit peu le succès pour un club, c'est la réussite de toute une petite promotion de ce championnat de France, parce que je crois qu'on a la chance d'avoir une équipe assez exceptionnelle cette année, à tout point de vue. Ils le disent d'un point de vue tennistique, mais aussi comportemental. On va en parler du groupe dans un instant. Yves, je voulais revenir aussi sur le fait que j'ai lu que la préparation avait été un peu tronquée. Vous avez été blessé, vous étiez revenu à la compétition il y a quelques semaines. C'est pas facile aussi, quand on débute une saison, d'être au point le jour J. Vincent ? Non, je peux en parler aussi parce que j'ai été blessé. Et c'est vrai qu'en fait, nous, la saison commence dès début octobre et les championnats commencent qu'en mai. Ouais. Et le problème, c'est que nous, on a besoin de jouer toute l'année pour monter au classement. Et voilà, par exemple, moi, pour mon cas, j'ai déjà fait 75 matchs depuis le début de saison. Et donc, oui, il y a un moment, on arrive, le corps arrive un peu à saturation. Et c'est vrai qu'il faut arriver à se laisser des périodes de repos pour... du coup, de ne pas se blesser juste avant les matchs par équipe et arriver en pleine forme. Donc moi, peut-être que je n'ai pas bien fait ça cette année, mais du coup, j'apprendrai. L'année prochaine, je préparerai mieux. Justement, on me reposera un peu plus avant pour arriver vraiment en pleine bourre. Parce qu'on va clarifier la situation. Vous êtes au classement ATP, c'est-à-dire le classement des meilleurs joueurs mondiaux. Vous êtes 432e mondial. En revanche, Vincent, vous restez sur le circuit français. C'est bien ça. Et à côté de ça, vous jouez avec le club du SNUC, tous les deux. Voilà, c'est un bon résumé. Exactement. C'est bien ça. Ce succès, ça vous donne
une envie de voir un peu plus haut, finalement, ce premier succès face à Monte-Carlo, où on va se calmer, parce qu'on va le voir hein, dans le reste du calendrier, il y a encore des gros morceaux. Kleb ? Oui, alors je pense que l'objectif premier, ça reste quand même le maintien, même si on a super envie de monter dans une division supérieure. Parce que là, vous êtes promu, hein, faut le rappeler, oui. En N1B. Oui, exactement. Mais voilà, je pense qu'on va prendre match par match et on verra ce que ça va donner à la fin. Faites comme les footballeurs, hein, on prend les matchs les uns après les autres. Alors regardez justement ce qui vous attend dans les matchs les uns après les autres dans les semaines à venir sur des interclubs qui sont très resserrés. Hein. C'est tout le mois de mai et début juin, on va découvrir avec dès la semaine prochaine un déplacement à Lyon. Vous allez à Lagor également, vous recevrez la Morlaix et vous vous déplacerez au Blanc-Ménil le 7 juin. Il y a vraiment des grosses différences avec la Nationale 2 qui est la division juste en dessous. Frédéric ? Oui, je crois qu'il y a des grosses différences parce que quasiment toutes les équipes ont entre 2 et 4 joueurs numérotés. Ça veut dire dans les 100 meilleurs français, ce qu'on ne retrouve pas forcément, c'est beaucoup plus hétérogène en National 2. La force et la faiblesse de certaines équipes, c'est d'avoir beaucoup de joueurs numérotés. La faiblesse, c'est aussi qu'ils sont sur le circuit et que dans certains cas, et on l'a vu avec Monte-Carlo dimanche, c'est qu'il y a des choix qui doivent être faits à titre personnel entre eux, être présents sur le circuit ou défendre les couleurs de leur club. La force du SNUC, c'est d'avoir une équipe expérimentée de jeunes et de joueurs qui se connaissent et qui ont envie de jouer ensemble et qui seront là les 5 journées, quoi qu'il arrive. Donc ça crée une différence et ça peut créer une surprise à la fin du championnat. Alors on l'a vu, dans ces matchs, vous recevez 2 fois et vous vous déplacez 3 fois. Pourquoi, Yves ? Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient quand on voit que dimanche dernier, il y avait 200-250 personnes à vous encourager ? C'est un inconvénient de recevoir que 2 fois, mais c'est l'inconvénient du promu c'est comme ça. Quand on finit dans les premiers classés d'une poule, en fait, l'année suivante, on a le privilège de recevoir 3 fois. Et quand on y arrive, on monte, les petits ils se déplaceront 3 fois. Alors sur ces 4 rencontres qu'on peut revoir, hein, quels sont vos objectifs ? Quel est le niveau de chacune de ces équipes ? Est-ce que vous pouvez aller faire un coup à Lyon, à Lagor ? Expliquez-nous un petit peu, Vincent. Oui, là, déjà, le prochain match va être important, parce que c'est Lyon. Donc, logiquement, c'est un petit peu plus faible que nous, mais c'est genre un classement d'écart, donc c'est pas gagné d'avance, il faut vraiment être sérieux. Mais justement, le fait de gagner ce match-là pourra nous laisser espérer... pourra nous laisser espérer de monter. On jouera toujours la montée, alors que le jour où on perdra une rencontre, ça sera presque fini. Donc voilà, c'est important de gagner ce match-là. On reste motivé pour justement essayer de garder cet espoir de monter le plus longtemps possible. Les favoris, on l'a vu le 7 juin, le Blanc-Ménil notamment, Yves ? Blanc-Ménil qui sera un petit peu qui risque d'être en fin de championnat, notre concurrent direct. Donc ce sera pour la dernière journée. Le suspense restera complet jusque-là. Dernière question, pourquoi le championnat est si court ? Est-ce que vous le savez, ça ? Parce que là aussi, il faut être au rendez-vous sur ce mois de mai, alors que la saison a débuté, on le disait, au mois d'octobre. Parce que ces joueurs, c'est un championnat extérieur, donc il faut trouver la période de l'année où tous les clubs peuvent jouer dehors. Donc le mois de mai est bien placé pour ça. Et puis deuxièmement, comme on le disait, ce sont des championnats où il y a des joueurs de très haut niveau qui sont sur les circuits. Et il faut être capable de leur bloquer une période durant laquelle ils peuvent se consacrer à leur club et défendre le tennis français dans leur club et puis s'en aller ensuite de nouveau sur les circuits internationaux. Donc c'est ce qui explique le regroupement de ce championnat sur 5 week-ends. Alors on rappelle, votre prochain rendez-vous, c'est le 10 mai, c'est-à-dire dimanche prochain du côté de Lyon. Et puis si vous êtes intéressé pour aller voir les joueurs du SNUC, vous pourrez les retrouver le 31 mai au stade Pascal Laporte. Ça sera face à la Morlaix. Alors pour tenter de réussir au mieux ce championnat et pourquoi pas réussir l'exploit d'une montée en N1, c'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. Le SNUC Tennis aura besoin de toutes ses forces vives, avec notamment son véritable fer de lance. Il est là, sur ma gauche, Gleb Sakharov, 30e joueur français. Nous étions allés vous voir il y a 2 ans. Regardez ce sujet et vous nous direz l'évolution depuis 2 ans. Regardez.
Cela fait 11 ans que Gleb Zakharov a posé ses valises à Nantes avec ses parents. Arrivé dans des conditions difficiles en Loire-Atlantique en provenance d'Ouzbékistan, le jeune homme est depuis toujours passionné de tennis. Licencié au Stade nantais, il rêve un jour d'affronter les meilleurs. Mais pour devenir tennisman professionnel, le chemin est semé d'embûches. C'est pas évident, il y a de plus en plus de joueurs qui veulent justement d'y vivre du tennis, mais c'est très compliqué, c'est notamment au niveau financier pour trouver des sponsors, parce qu'à mon niveau c'est encore c'est pas très rentable. Tu dépenses généralement plus ce que tu gagnes. Quand tu rentres dans les frais, t'étais déjà assez content. Et voilà, moi je suis plus sur le circuit pour l'instant Future et Challenger, où j'essaie d'avoir des points et puis augmenter mon niveau tennistique pour pouvoir jouer un petit peu plus du coup des challengers et des tournois ATP. Mais c'est sûr que quand tu es sur ce circuit-là, secondaire, c'est très compliqué d'y vivre. Ouais. Je touche des subventions de la Ligue et les matchs par équipe. Donc, ce qui me permet d'avoir un budget de 12 000 € sur une année. Il y a une possibilité de faire des tournois français où le niveau est très bon et où tu peux gagner aussi un petit peu d'argent. Donc, c'est grâce à ça notamment que j'y vis et voilà. Alors Gleb, qu'est-ce qui a évolué? C'est toujours aussi difficile de vivre du tennis? Oui, c'est pas évident. Ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les tournois futurs et challengers sur lesquels j'évolue. Même si il y a eu peut-être une augmentation de prize money, mais ça reste sur les tournois, hein. Sur les tournois, oui. Mais ça reste vraiment pas énorme. Et voilà, c'est plutôt quand tu arrives à les quarts de finale, demi-finale, finale ou gagner. Là, tu sens une petite différence. Mais quand tu joues les qualifications ou quand tu perds au premier tour, tu le ressens pas forcément. Alors, on va revenir sur votre carrière dans un instant, mais d'abord un mot. Vous arrivez d'Ouzbékistan, on l'entend également dans le sujet. Ça fait maintenant 13-14 ans que vous êtes à Nantes. Yves, le souvenir que vous avez quand il arrive, on sentait déjà que c'était de la graine de champion, Gleb? Alors, c'est difficile de dire graine de champion parce qu'on sentait une volonté farouche. C'était son sport. Ça se sentait, il était prêt à tout pour y arriver. Et aussi, il faut parler aussi de ses parents, je pense, qui étaient derrière lui et qui l'ont vraiment tout aidé. C'était un ensemble un petit peu là aussi. Je me souviens que les enseignants de l'époque, c'était Yann et Gilles, y ont cru tout de suite aussi. La décision n'a pas été longue d'accueillir Gleb et de s'en occuper au mieux. Et puis, il a percé très vite dans les résultats des tournois jeunes, parce que je pense que tu avais joué en 13-14 ans à l'époque. Il a fait ses découvertes des tournois français comme ça. Est-ce qu'on a cru en vous trop tôt, finalement? Parce que vous avez 26 ans. Votre rêve, on l'entend dans le sujet aussi, c'est de jouer face aux plus grands. Est-ce que vous avez tiré un trait sur ce rêve? Est-ce que c'est utopique de penser que vous arriverez dans les 100 mondiales un jour? 100 meilleurs mondiaux, pardon, un jour? Je pense pas. Moi, pour ma part, j'y crois encore. Je fais tout pour. Voilà, je m'entraîne pour. Je me lève tous les jours pour atteindre cet objectif-là. Voilà, mais quand je suis arrivé, en fait, j'ai pas eu tout de suite la chance de faire les tournois nationaux. C'est-à-dire de faire le championnat de France 13-14, 15-16, 17-18. Voilà, ce qui m'a permis aussi... Parce que vous n'aviez pas encore la nationalité française. Je n'avais pas la nationalité française. Voilà, ni d'accéder aux aides de la Ligue, d'avoir les entraînements et tout ça. Donc, c'est ce qui vous a retardé? C'est arrivé quand, ça, justement, de pouvoir déjà d'acquérir la nationalité française et donc de pouvoir avoir les aides de la Ligue?
Oui, donc c'est arrivé en 2001. Non, en 2009, pas en 2001. En 2009, je suis arrivé en France en 2001, donc voilà, et j'ai eu ma nationalité française en 2009. En fait, je joue sur le circuit secondaire depuis maintenant, on va dire, 7 ans, ce qui est, je pense pas que ça soit énorme. Voilà, j'ai encore la force, j'ai encore de l'espoir à arriver un jour dans le top 100. Malgré tout, il ne faut pas s'y attarder de trop dans oui, c'est ces sûr. tournois Après, et ces ligues secondaires. Un des premiers objectifs, c'est d'atteindre cette 250e place qui me permettra de faire les qualifications des Grands Chelems. Ça, c'est aussi mon objectif, voilà, de participer à Roland-Garros, à l'Open d'Australie. Tout ça. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque? Alors, je me tourne peut-être vers Vincent, qui travaille régulièrement avec Gleb. Qu'est-ce qui manque à Gleb pour atteindre les tout meilleurs? À mon avis, ça se joue à des petits détails. Parce que quand on voit un gars qui est dans le top 100 et un gars comme Gleb, au niveau de 432e, voilà, qui est 432e mondial, au niveau de la qualité de frappe, il n'a pas grand-chose à leur envier. Il sert à plus de 200, au coup droit, il frappe très très fort. Et physiquement, il a beaucoup progressé depuis ces 3-4 dernières années. Donc après, c'est sur l'année, être capable d'enchaîner les tournois, de gagner les matchs et du coup de prendre une confiance qui permet de gagner les tournois. Et c'est surtout ça qui va lui permettre de monter en rapportant pas mal de points et monter après déjà dans 250 premiers et après voir dans les 100. Donc c'est juste des petits détails. Je pense pas que ça soit quelque chose de flagrant. Mais 26 ans, c'est pas rédhibitoire, Yves, pour atteindre le plus haut niveau? Je pense pas. Tant que la volonté est là, tant que le plaisir est là, comme il vous l'a dit, il se lève tous les matins, il pense qu'à ça, de toute façon. Et nous, on le voit à longueur de journée, s'entraîner. Et c'est pas facile. Donc moi, j'y crois encore. Alors, vous êtes leader de cette équipe de N1B. Écoutez ce que pensent les jeunes, le jeune de cette jeune équipe, justement. Écoutez. Gleb, c'est un peu un exemple. Moi, j'ai des objectifs de jouer à plus haut niveau. Donc forcément, Gleb, j'apprends de lui à chaque fois que je joue contre lui à l'entraînement, etc. Donc c'est vraiment une bonne locomotive pour moi. On ne peut pas rêver mieux comme leader. Gleb, ça fait depuis les 3 ans que je joue ici, je ne l'ai pas vu perdre beaucoup de matchs, peut-être 1 ou 2. Donc vraiment, il assume son rôle totalement. Et voilà, ça met en confiance les autres. C'est vraiment un bon leader. Frédéric, Gleb, c'est tout ça, justement? Oui, c'est tout ça. Et puis là, il y a Lucas répond, mais on a tout un autre vivier de jeunes qui sont arrivés au club, qui regardent Gleb et puis qui travaillent en ayant ce point de repère et qui feront que demain, on a bon espoir pour la pérennité du club. C'est vrai que Gleb, il a toujours été exemplaire dans ses journées de championnat. Il est toujours là. Il fait de telle manière qu'il arrive en forme, il arrive en bonne santé physique et que il est connu pour ça, il est réputé pour ça. Moi, je rajouterais juste que j'y crois aussi beaucoup puisque c'est vrai, c'est un problème de détail, c'est un problème de palier, de confiance de palier à obtenir et des fois ça arrive au moment où on s'y attend pas, mais je crois beaucoup au fait que Gleb va continuer à progresser. Je voulais juste dire aussi par rapport à ça que des champions de 17 ans sur le circuit international, on en a vu il y a 15 ans, il y a 20 ans, on n'en voit plus maintenant, ou on en voit de moins en moins, parce que le sport a évolué, il est devenu sans doute beaucoup plus physique. Donc les joueurs sont matures plus tard. Donc ça laisse espérer que jusqu'à 30-32 ans, un joueur peut rentrer dans les meilleurs, quoi. Dans cette équipe, votre rôle de capitaine, de chef de file, c'est comment vous le concevez, justement? Et est-ce que pour l'instant, ça suffit à votre bonheur? Moi, je ne me considère pas comme capitaine de cette équipe. Enfin, nous, on a un capitaine, c'est Sébastien. C'est lui qui dirige les entraînements, c'est lui qui coordonne un peu le truc. On peut voir d'ailleurs quelques images justement d'images de victoire. Allez-y, Gleb. Ouais. Et du coup, ça me... Voilà, de voir cette équipe-là et puis
de penser que je peux évoluer avec cette équipe-là au plus haut niveau voilà, d'un championnat en N1B et puis éventuellement de N1A, voilà, c'est génial. Moi, ça me motive de rester, de continuer avec cette équipe-là. Et voilà, moi, j'ai aucune envie de changer, j'ai aucune raison de changer. Voilà. Gleb, c'est le vrai porte-drapeau du club, finalement. C'est le joueur emblématique, le joueur que tous les médias locaux suivent également. Frédéric, vous avez besoin de Gleb Sakharov? Ah bah oui, on en est fiers. Et oui, je pense qu'il est exemplaire sur la manière dont il gère les choses et sur la manière dont il rend, alors que ce soit au club, mais aussi à la Ligue, depuis que la Ligue le soutient, dont il rend ce que les gens lui apportent, ce que la Ligue lui apporte. Et puis par rapport au club, oui, pour nous, c'est une vraie fierté, un très, très, très bel exemple. Alors on aura compris l'importance de Gleb Sakharov pour le snook tennis et pour le tennis régional et départemental. Est-ce qu'il y a d'autres Gleb Sakharov à arriver derrière, Vincent? Il y a de vraies pépites là au snook tennis. On espère. On a un petit qui est arrivé cette année au club, là, Clément Tabur, qui vient de gagner son premier tournoi international, donc son ITF, mais junior cette fois-ci, alors qu'il a que 15 ans. Donc c'est vraiment bien. Qui est nantais? Qui est angevin, mais qui va pas tarder à devenir nantais. Si jamais il veut bien s'entraîner, il va falloir qu'il vienne plus souvent au snook. Yves, la Loire-Atlantique, on va voir les chiffres tout à l'heure, mais c'est un vrai vivier de tennisman ou tenniswoman. Voilà, c'est un vrai grand vivier même, mais par contre, pour parler du plus haut niveau, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup sorti de grands noms du tennis. Contrairement à nos collègues angevins et même Manceau, avec Tsonga notamment. Tsonga, Mahut. Voilà, il faut qu'on arrive à se bouger en Loire-Atlantique et que nos pépites arrivent à sortir au plus haut niveau. Et qu'est-ce qui manque justement là aussi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très compliqué de dire ce qui manque. Je crois que les structures des clubs se sont améliorées, tout le monde travaille. La qualité des formateurs? C'est difficile de remettre en cause la qualité des formateurs. Je pense qu'on a des bons enseignants. Après, c'est un ensemble de facteurs qui vont favoriser l'entraînement, les conditions, les structures. Et puis, il faut tomber sur la pépite aussi au départ. Faut avoir l'œil. Regardez les chiffres, justement, et le nombre de licenciés en Loire-Atlantique, assez conséquent. Vous disiez à peu près 10 000. Alors là, on est resté sur Nantes, 4 416 licenciés sur les clubs nantais. Vous le voyez avec les jeunes et les adultes, et 2696 sur le secteur ouest de Nantes, avec 1347 jeunes et 1349 adultes. Le nombre de licenciés est à la hausse ou à la baisse, Frédéric? Alors, le nombre de licenciés, il est plutôt en légère baisse. Que ce soit sur Nantes ou que ce soit au niveau national. C'est dû à quoi, justement, ça? J'ai un avis qui, comme on dit, est le mien. Je pense que le tennis doit s'adapter à sa clientèle. On a eu l'habitude d'avoir des clubs de tennis qui vendaient des abonnements avec des joueurs de tennis qui 12 mois sur 12 pratiquaient le tennis. Il faut que les clubs apprennent à avoir des pratiquants qui consomment le tennis pendant une partie de l'année, pas forcément toute. Donc qu'ils sachent des clubs qui soient capables de s'adapter, d'adapter leur situation de tarifaire par rapport à ça. Comment fonctionne un club comme le SNUC, justement? Quel budget? Quels sont les coûts d'entrée et de licence? Le budget du SNUC, c'est 400 000 €. Pour le tennis, parce pour que le c'est tennis. un club omnisport. Non, c'est plus un club omnisport. Chacun a pris sa liberté, puisque les modèles ne sont pas les mêmes. Si on fait référence au stade nantais au niveau rugby, leur mode de fonctionnement, le modèle économique n'est pas du tout le même. Donc pour vous, c'est 400 000 €? Donc pour nous, c'est 400 000 €. Combien pour une licence? Alors une licence, c'est à peu près 25 ou 27 €, sachant que la licence va directement à la Fédé. Le club ne touche rien sur la licence. Nous, 80% des recettes sont à la fois les cotisations d'écoles de tennis, les cotisations des membres. Cette année, des cotisations qui sont des cotisations à l'heure ou des cartes de 5 ou 10 heures qui permettent aux gens de consommer le tennis quand ils ont envie de le consommer. Notre part subvention est très faible puisqu'elle est inférieure à 10%, et notre part sponsoring est
encore trop faible puisqu'elle est entre 5 et 10%. Donc, voilà. Que le problème, finalement, je vous coupe, mais est-ce que le problème du tennis en province, c'est que Nantes n'a pas su peut-être suivre et emboîter le pas des villes comme Metz, comme Marseille, comme Montpellier, qui ont déjà leur tournoi, qui peuvent accueillir des joueurs connus, reconnus. À l'heure actuelle, et on va en voir des images, c'est le tournoi de Vertou, l'Open féminin qui, début septembre, ou septembre-octobre, ramène quelques meilleures joueuses françaises et étrangères. Est-ce que c'est assez, Yves ? C'est vrai que si on pouvait avoir des grosses épreuves, moi je me souviens de la Coupe Davis qui avait lieu à Nantes et tout, des grands événements comme ça. Début des années 90. Oui, c'est vrai que le comité a essayé de récupérer encore des épreuves comme ça. C'est pas évident à organiser. Frédéric dit que dans un club, c'est impossible, enfin, même pour nous, d'organiser ça dans la structure SNUC aujourd'hui. Ça devient difficile d'organiser vraiment des tournois avec des grands noms. Mais on voit en Vendée, le Vendée Space, par exemple, accueille la Coupe Davis, accueille un tournoi. Alors pourquoi pas ici ? Pourquoi pas à Nantes ? Alors, je sais que la mairie et le parc des expositions travaillent pour accueillir un futur grand rendez-vous de Coupe Davis qui est dépendant des résultats de l'équipe. Donc, il y a une vraie volonté de faire quelque chose autour de ça. Après, le tennis, c'est un spectacle. Pour créer un grand tournoi, il faut d'abord avoir une salle de spectacle et créer autour. Alors, il y a la salle, le Hall XXL. Voilà, il y a le Hall XXL qui est en train de faire ses preuves et qui pourra demain servir à accueillir un futur grand tournoi. C'est une organisation propre, c'est une structure propre, c'est des budgets qui sont importants. Donc après, il faut une volonté commune. Le coût pour organiser justement ce genre de gros tournoi, faire venir Tsonga, faire venir les gros joueurs. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc les coûts sont très importants. Vincent, c'est vraiment ce qui manque justement à Nantes, quand on est tennisman comme vous. C'est vrai qu'un gros événement à domicile, c'est un petit coup de pouce dans une carrière internationale comme Gleb. Là, quand tu arrives à la limite, là, il dit il n'est pas loin de jouer les grands chelems. Son rêve, c'est d'être dans les qualifs des grands chelems. C'est vrai que jouer un gros tournoi comme ça et avoir une invitation dans ce tournoi-là, ça lui permettrait de gagner pas mal de points d'un coup et un peu d'argent aussi. Et c'est vrai que ça serait un gros coup de pouce et ça ferait beaucoup de bien à la ville aussi, je pense. On pourra en parler du tennis des heures et des heures, mais c'est déjà la fin de Foot de Sport. Merci à tous les quatre d'avoir fait le court déplacement sur le plateau de Foot de Sport. Et puis, bonne saison à vous. Merci également à Nico, Annabelle, Glenn, Anne, Dany et JB. Prochain rendez-vous avec le sport sur Télé Nantes, c'est Foot des jeudis. Je sais que vous aimez bien le foot, vous aussi d'ailleurs. On parlera de l'actualité du FC Nantes. Et puis autrement, vous pouvez rester connectés avec les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Salut à tous.